Bonjour, bienvenue sur Lueur. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on en est très reconnaissant. Vous avez aussi, pour certains d'entre vous, souligné à raison que je ne citais que Brian Muraresku dans mon dernier exposé, alors que l'équivalent de cet auteur en France et plus généralement dans la francophonie est certainement Stefan Schillinger avec son livre La sagesse interdite, qui aborde les mêmes thèmes que Muraresku. Stefan Schillinger a été interviewé sur cette chaîne. Vous pourrez retrouver cet auteur dans un long entretien en 2 parties. Les liens sont dans la description. On a vu dans les vidéos précédentes les utilisations historiques des psychédéliques. Dans cette présentation, on va s'intéresser aux études cliniques des entéogènes. Avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, j'aimerais vous faire part d'une réflexion qui m'est venue ce matin alors que j'accompagnais mon fils de 8 ans à une course d'école où il allait découvrir les merveilles viticoles et vinicoles de notre région. Et c'est normal qu'il découvre une des économies les plus florissantes de la région, qui fait les paysages magnifiques de la côte du Léman, ne sont même pas à la cheville des traditions vinicoles françaises, mais qui font partie de notre culture. Le travail de la vigne, des viticulteurs, des encaveurs, tout le travail du vin. Et c'est certainement une découverte fascinante. Et ça fait partie d'un savoir-faire, d'artisans, d'amoureux de leur métier, qui vont partager avec passion ce qu'ils font à nos enfants. Et je me suis dit en même temps, mais tiens, est-ce que je ne suis pas en train de lui ouvrir les portes? Est-ce que le système éducatif n'est pas en train de leur ouvrir les portes d'une industrie basée sur la consommation de drogue? On invite nos charmantes petites têtes à découvrir les merveilles de la vigne et du vin. Sans leur dire, j'imagine, pendant cette présentation, que 10 millions de personnes meurent chaque année des effets de l'alcool. Sans leur dire les drames familiaux, les enfants, les femmes battues à travers le monde, les accidents de voiture, les gens sont parler même des morts, mais de tous les accidents, les vies brisées autour du monde à cause de cette drogue qui est la plus répandue dans le monde entier et la plus dévastatrice de toutes les drogues. Et ça, je pense qu'on ne leur parle pas pendant cette course d'école. Et c'est normal, on doit mettre en avant le travail des artisans de toute une région, de ceux qui savent faire le vin, et c'est beau, et je suis le premier à aimer le vin, et je suis le premier à trouver magnifique le travail de ces artisans. Mais c'est bien parce que c'est une drogue agréée, encouragée par l'économie, parce qu'elle marche très bien, parce qu'elle est très bien vendue, elle est encouragée par la société, même s'il y a des campagnes de prévention. Franchement, on peut la trouver partout, et tout le monde y participe. Tout le monde participe de ça sous le couvert de la tradition, de l'histoire. Ça fait des millénaires qu'on boit du vin, les Romains et les Grecs buvaient du vin, pourquoi n'en boirions-nous pas? Les Romains et les Grecs buvaient du vin, mais les Romains et les Grecs buvaient aussi du kykéon, qui était une bière agrémentée d'ergot, de céréales. Et pourquoi est-ce si différent? Alors qu'on sait que les psychédéliques ne sont pas addictifs, au contraire de l'alcool, ne provoquent pas d'accidents graves, peut-être c'est aussi dû à leur faible consommation, mais en aucune mesure ils sont aussi dangereux que l'alcool, et pourtant l'alcool est encouragé partout. On va jusqu'à l'enseigner à nos enfants. Ça pose question. Et je sais que j'en agace plus d'un à revenir avec ces questions d'entéogènes, de psychédéliques, parce qu'on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on ne peut pas accepter la réalité, soi-disant, si elle existe, telle qu'elle est? Est-ce qu'on doit vraiment avoir recours à ce genre d'expédients, de drogue artificielle pour découvrir d'autres mondes?
Est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter de la réalité? Souvent, on me dit ça, c'est des drogues, mais finalement les drogues sont partout, elles sont encouragées, et très souvent, on cherche à s'évader grâce à elles. Et certaines évasions sont encouragées alors que d'autres pas du tout. Simplement parce que les évasions encouragées le sont à cause d'un tissu économique qui s'est construit pendant des siècles et des siècles autour d'une drogue, d'un type de drogue. C'est la seule raison. Parce que si on considérait les autres raisons, les drames, les morts, les déchirements de famille, ça fait longtemps que l'alcool serait interdit au même titre que les autres drogues qui sont pourtant interdites alors qu'elles ne sont pas addictives. Voilà, c'est une réflexion qui m'est venue avant que je vous fasse la présentation d'aujourd'hui qui sera à propos de l'utilisation des antéogènes au milieu clinique et médical, mais ça m'est venu. Et je vous donne ce texte sans l'avoir préparé, sans l'avoir écrit, au contraire des autres que j'écris et que je prépare. Et je me suis dit, en rentrant du point de rendez-vous où j'ai laissé mon fils ce matin pour sa course d'école, tiens, je me suis fait cette réflexion et j'avais envie de la partager avec vous. Voilà, désolé pour ce texte non préparé. On peut maintenant aborder le texte que j'avais préparé pour aujourd'hui sur l'utilisation des antéogènes au milieu clinique. On va voir comment des centres de désintoxication arrivent à des résultats extrêmement positifs dans leur traitement des addictions, et ce depuis plus de 30 ans, et aussi qu'il existe des recherches scientifiques qui semblent dire qu'à ce jour, il n'a pas été trouvé de traitement plus efficace contre les addictions et la dépression que l'utilisation des psychédéliques. Commençons par cette citation. L'aliénation de la nature et la perte de l'expérience de faire partie de la création vivante est la plus grande tragédie de notre ère matérialiste. Le LSD et les substances apparentées ne sont pas des drogues au sens habituel du terme, mais font partie des substances sacrées utilisées depuis des milliers d'années dans le cadre de rituels. Les psychédéliques classiques comme le LSD, la psilocybine et la mescaline se caractérisent par le fait qu'ils ne sont ni toxiques ni addictifs. Je suis convaincu que ces substances qui ouvrent l'âme et révèlent l'esprit trouveront la place qui leur revient dans notre société et notre culture. Voilà, c'est une citation de Albert Hoffman. C'est des extraits plutôt d'une plus longue citation. Et d'ailleurs, je vous recommande son livre pour comprendre cet homme, pour comprendre sa démarche, LSD, mon enfant terrible, qui explique son parcours de chercheur au sein d'une grande entreprise pharmaceutique bâloise. On y découvre un homme dévoué à la recherche, à la méthode scientifique et ouvert à des approches et des utilisations différentes. Je le cite de mémoire, il dit dans son livre que sa découverte du LSD lui aura fait découvrir des personnes fascinantes qu'il n'aurait jamais pu rencontrer autrement. Notre société a de la peine à dépasser le préjugé qui accompagne toute évocation du mot drogue. C'est un mot fourre-tout, on le retrouve aussi bien les stimulants du type cocaïne ou les euphorisants de type opioïde, ainsi que les hallucinogènes naturels ou de synthèse dont nous avons parlé jusqu'ici. Les alcaloïdes comme l'ergot de seigle qui a donné lieu à la découverte du LSD ou encore la psilocybine, champignon disponible sous de nombreuses latitudes et ne nécessitant aucun traitement chimique avant consommation. Timothy Leary, que nous avons évoqué avant lors d'une précédente vidéo, chercheur enthousiaste des années 60, n'a certainement pas aidé à l'acceptation de ces psychédéliques en se mettant à dos le gouvernement américain et une grande partie du public. Il aurait même été considéré comme l'homme le plus dangereux des États-Unis. La prohibition générale qui a suivi à partir du début des années 70 sous la politique de Richard Nixon a fini d'enterrer tout effort sérieux de recherche. Et ce, jusqu'au début des années 2000.
La recherche sur les psychédéliques, et tout particulièrement sur le LSD aux États-Unis, est restée au point mort, trouvant mal sa place entre les interdits et la mauvaise réputation de la révolution psychédélique des années 60. Toute tentative de lancer une recherche scientifique sur les effets du LSD dans le domaine de la psychiatrie se confrontait à un refus presque systématique tant ces substances étaient devenues infréquentables. Quand enfin la situation s'est un peu assouplie grâce à l'acceptation par les autorités de certains États américains et par quelques autres pays, dont la Suisse, de reprendre la recherche scientifique, l'intérêt pour ces substances n'a pas tardé à se manifester auprès de la communauté médicale. Cependant, l'abréviation LSD était devenue trop connotée pour passer facilement aux yeux du public et des laboratoires qui auraient pu financer de nouvelles recherches. Un nouveau candidat était donc tout désigné pour permettre de continuer les études sur ce type d'alcaloïde tout en favorisant une plus grande discrétion. En effet, il est plus aisé de demander à un patient s'il est d'accord de participer à une étude sur les effets de la psilocybine que de lui demander s'il voudrait prendre un peu de LSD. Pendant toute cette période de 30 à 40 ans d'interdiction selon les pays, plusieurs médecins ou scientifiques ont pourtant continué à mener des recherches dans la clandestinité ou dans des pays où l'utilisation des psychédéliques était soit autorisée, soit tolérée. Certains ont même ouvert des cliniques et n'ont jamais cessé de prescrire des psychédéliques pour soulager les souffrances de leurs patients au risque de leur réputation ou de leur licence dans le cas de médecins. Depuis 1992, le centre Takiwasi au Pérou, par exemple, s'est spécialisé dans le traitement des addictions grâce aux plantes médicinales et tout particulièrement grâce à l'ayahuasca, qui est un psychédélique connu, employé partout dans le bassin amazonien. Ces résultats sont remarquables sur le plan culturel, le plan clinique et le plan de la recherche. L'ayahuasca, la plante hallucinogène par excellence, a été reconnue comme faisant partie du patrimoine culturel national du Pérou suite aux excellents résultats de ce centre dans le traitement des addictions. L'agence gouvernementale chargée de la lutte contre la drogue a également récompensé le centre Takiwasi pour son travail et le projet de recherche internationale ATOP du Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto au Canada en a fait son site de recherche principal. Les résultats de l'efficacité des traitements proposés sont extrêmement parlants. Des études indépendantes ont relevé des baisses hautement significatives dans la consommation d'alcool, de drogue et dans le stress émotionnel chez les personnes ayant suivi une cure de désintoxication dans ce centre. Ces changements d'attitude apparaissent souvent très tôt après la séance et subsistent sur une longue période de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Dans le domaine du traitement de la dépression et de l'anxiété, les résultats sont aussi extrêmement encourageants et font certainement pâlir d'envie tout centre de désintoxication ou de traitement de la dépression recourant à des méthodes plus classiques. Évidemment, les moyens utilisés peuvent sembler bien plus exigeants que ce que l'on pourrait attendre d'une clinique appliquant des méthodes occidentales et travaillant avec des antidépresseurs. Il ne s'agit pas de prendre une pilule et de suivre une psychothérapie, il s'agit d'un voyage intérieur astreignant, accompagné d'une période de diète stricte et un isolement presque complet, à l'exception des visites quotidiennes des chamans ou des psychologues dans de petites huttes perdues dans la forêt amazonienne. Ceci afin de favoriser un dialogue intérieur, une introspection dénuée de distractions inutiles. Les appareils diffuseurs de musique, par exemple, sont proscrits, pas de téléphone bien évidemment, seuls 3 livres et un bloc-notes sont autorisés. Les contacts avec les autres personnes en traitement sont interdits pendant la durée de la diète. Mais les travaux de groupe et les échanges thérapeutiques sont toutefois centraux dans cette thérapie, avant ou après la période de diète. Il ne faut pas forcément souffrir d'une addiction pour pouvoir bénéficier du savoir mis à disposition par ce centre. Il est possible pour tout un chacun d'y faire une retraite, une diète encadrée
par les psychologues, chamans et préparateurs de plantes qui officient sur place depuis près de 30 ans. Il faut se sentir prêt à affronter une expérience intime exigeante, ne plus pouvoir avoir recours à nos jouets favoris, téléphones et autres, s'isoler dans une petite cabane au milieu des bruits de la forêt, des insectes et des éléments pendant 8 longs jours d'introspection initiés par une prise d'ayahuasca et par l'accompagnement de plantes dédiées. Aux États-Unis, les recherches du Dr Roland Griffiths sont certainement les plus complètes et les plus avancées. Roland Griffiths est professeur au département de psychiatrie et de neurosciences à l'école de médecine Johns Hopkins. Il a publié plus de 400 articles scientifiques et réalisé encore plus de tests scientifiques avec des patients. Il a initié un programme de recherche sur les effets de la psilocybine sur des sujets sains, sur des méditants débutants et confirmés, et sur des religieux. Il a également porté son attention sur le traitement de la détresse psychologique chez les patients atteints de cancer et dans les cas de dépression majeure. Il a contrôlé et monitoré par imagerie médicale les mécanismes neuronaux en action. L'étude qui nous intéressera le plus dans le cadre de cette présentation est certainement son étude de 2016 en double aveugle sur la diminution des troubles dépressifs chez les patients atteints de cancer avec pronostic mortel. Un premier groupe de patients, le groupe contrôle, a reçu une dose extrêmement faible de psilocybine, tandis que le second groupe a reçu une forte dose de cette même substance active. Le second groupe a connu une forte diminution de la dépression ainsi que de l'anxiété liée directement à l'idée de la mort. Dans le même temps, on note une nette amélioration de la qualité de vie générale, du sens de la vie et de l'optimisme de manière générale également. Le plus extraordinaire est que ces effets ont perduré au moins 6 mois après la prise de psilocybine pour 80% des patients du second groupe, lorsque les mêmes questionnaires sur l'état général des patients leur ont été soumis à nouveau. Les antidépresseurs qui sont usuellement utilisés pour traiter les épisodes dépressifs chez les personnes atteintes de cancer ont tendance à ne montrer qu'une faible efficacité, ainsi qu'une durée limitée d'effet et d'utilisation pour éviter les effets secondaires. Stephen Ross, un chercheur ayant participé à cette étude, a déclaré que des résultats de cette ampleur n'ont tout simplement jamais été constatés en psychiatrie. Jamais une seule dose d'un médicament classique n'a produit de tels effets et encore moins sur le long terme, comme c'est le cas avec la psilocybine. On remarque par exemple que près de 58% des patients ayant pris une forte dose de psilocybine ont, 5 semaines après leur expérience, retrouvé une attitude positive à propos de la vie. Je rappelle qu'il s'agit de personnes en fin de vie, en phase terminale de cancer. 6 mois après, 61% d'entre eux continuaient à avoir une attitude positive à propos de la vie, ce qui signifie une nette régression des états dépressifs alors que ces personnes voient la mort s'approcher jour après jour. 67% des participants ont classé cette expérience comme la plus significative ou comme l'une des 5 expériences les plus significatives de leur vie entière. C'est-à-dire que pour certains d'entre eux, cette expérience a été aussi forte ou aussi importante que la naissance de leur premier enfant, voire même plus forte pour ceux qui l'ont classée comme l'expérience la plus significative de leur vie. 2 tiers d'entre eux décrivent une expérience qu'ils qualifient de mystique et ineffable. Une autre étude a porté sur l'ouverture psychologique des personnes ayant pris une forte dose de psilocybine. 60% des participants ont eu un changement de personnalité mesurable grâce à des questionnaires validés scientifiquement. Cette ouverture s'est traduite par plus d'imagination, un sentiment esthétique renforcé, une plus grande facilité d'abstraction de pensée. Les chercheurs soulignent que des changements de cette amplitude sont rarement constatés chez les personnes adultes de plus de 30 ans. On constaterait plutôt le contraire, l'ouverture d'esprit ayant plutôt tendance à se réduire avec l'âge.
Il est important de souligner que certains participants ont connu des épisodes d'anxiété aiguë et que ceci est une des raisons pour laquelle il est important que ces expériences soient conduites dans un environnement sain et avec un accompagnement adapté. Pourtant, aucun des participants ayant vécu un épisode anxieux n'a rapporté d'effets négatifs sur le long terme. Les troubles dépressifs majeurs, ou MDD pour Major Depressive Disorder, affectent 260 millions de personnes à travers le monde. La plupart des traitements existants, qu'ils soient d'ordre psychothérapeutique ou pharmacologique, peuvent prendre des semaines ou des mois avant de pouvoir constater une réduction des symptômes. Là aussi, les études à base de fortes doses de psilocybine tentent à démontrer une grande action antidépressive. Une équipe du Dr Roland Griffiths a même mené une étude en double aveugle avec un suivi sur 12 mois pour constater l'éventuelle durabilité du traitement. Entre 60 et 75% des participants ont connu une nette amélioration de leur bien-être, même durant une longue période après la prise de psychédéliques. Une autre étude, réalisée par Gabriel et Jean Libes de l'Université de Palo Alto, annonce même une amélioration générale allant jusqu'à 4,5 ans après la prise de psilocybine chez les patients avec MDD et détresse existentielle pour cause d'un cancer potentiellement mortel. Du côté des addictions aussi, la psilocybine ainsi que d'autres alcaloïdes semblent avoir des effets positifs sur la consommation problématique et addictive d'opioïdes ou de cannabis, ainsi que sur la consommation d'alcool. Une étude menée par Albert Garcia Romeu du Johns Hopkins University School of Medicine révèle que sur 343 participants ayant eu des problèmes d'alcool pour une durée moyenne de 7 ans, 83% ne répondaient plus aux critères AUD, Alcohol Use Disorder, qui sont les critères du DSM-5 permettant de diagnostiquer l'alcoolisme. Une étude de 2018 publiée dans le Journal of Psychopharmacology portait quant à elle sur les thérapies psychédéliques dans le but d'arrêter de fumer. Sur les 12 participants ayant terminé l'étude et qui avaient fumé en moyenne 18 cigarettes par jour pendant une moyenne de 31 années, 7 ont totalement arrêté de fumer et 3 ont fumé de manière occasionnelle ou sociale, mais ont pu arrêter par la suite. C'est ce qui ressort de leur déclaration faite 30 mois après la prise de psilocybine. À la lecture de ces résultats, la question n'est plus de savoir si ces techniques vont se généraliser, mais quand elles vont le faire. Quels sont les moyens mis en place pour accueillir une nouvelle forme de thérapie sans reproduire les excès des années 60. Il s'agira d'avancer avec prudence, mais aussi avec courage, afin de ne pas priver de très nombreux patients de méthodes qui pourraient améliorer leur qualité de vie, et pour certains d'entre eux, de faire face à la mort avec une sérénité retrouvée. Évidemment, ces traitements ne sont pas des traitements miracles. D'autres spécialistes les déconseillent dans certains cas. Ils ne sont pas à donner à tout le monde, mais ces traitements ouvrent des possibilités qu'il serait dommage d'ignorer et de rejeter d'un revers de main, alors qu'il existe peut-être des solutions pour nombre de personnes en souffrance. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À la prochaine. Ciao.